Bonjour, je reprends donc l'enregistrement de cette dernière partie se rapportant au cours sur le milieu intérieur et ça concerne donc l'homéostasie. Donc le, le milieu intérieur donc, a été défini comme l'ensemble des paramètres régulés pour assurer la survie. Il a été défini donc par Claude Bernard, donc le scientifique français qui était le premier donc à révéler donc cette notion d'homéostasie ou ce concept donc de l'homéostasie du milieu intérieur. Alors chaque paramètre, par exemple l'anatrémie, la glycémie, est régulé dans une zone de valeur idéale, limite inférieure ou supérieure à la normale. Donc on n'a jamais une valeur exacte. Par exemple la glycémie, on parle de la glycémie, il est variable entre 0,8 et 1 gramme par litre en fonction de la période prandiale et la période postprandiale. Donc il n'y a pas vraiment de valeur stable, mais des limites dans la mesure où les échanges entre le milieu extracellulaire et l'extérieur, l'environnement, se fait de manière continue. Donc à chaque fois il y a des modifications, mais ces modifications vont toujours déclencher des régulations pour maintenir donc les valeurs, la stabilité, ce qu'on appelle la stabilité dynamique du milieu intérieur. Alors, définition de l'homéostasie, donc se définit comme un processus physiologique qui maintient certaines constantes du milieu intérieur de l'organisme nécessaires à son bon fonctionnement entre des limites et des valeurs normales. Par exemple, le pH ne doit pas varier, il doit être maintenu à 7,35 et toute variation, augmentation et diminution de pH peut être néfaste pour une cellule, pour l'environnement, pour l'organisme. Et donc ça va déclencher à chaque fois des mécanismes de régulation pour rétablir les pêches en voie des exemples. Il s'agit donc plutôt d'un état d'équilibre dynamique dans lequel les conditions internes varient, mais toujours à l'intérieur des limites relativement étroites, très minimes. En général, on considère que l'homéostasie se maintient quand l'organisme parvient à satisfaire ses besoins et qu'il fonctionne bien. Donc, tant qu'on n'a pas de sentiment de malaise, de température ou de quoi que ce soit, ça veut dire que notre organisme l'organisme est dans une situation stable. Autrement dit, il y a une constance dans la composition de notre milieu intérieur. Alors, les mécanismes impliqués dans ces régulations font intervenir de nombreux organes et fonctions, les reins, les poumons, le système cardiovasculaire, donc la fonction neurale, la fonction pulmonaire, la fonction du système cardiovasculaire. Et c'est donc pour l'organisme de réguler un certain nombre de variables qui sont le sang par exemple, la variation de gaz respiratoire, l'acidité, pH, la concentration en électrolytes comme le sodium, le potassium et le chlore, et celle du bicarbonate. Donc toute modification de ces concentrations-là, à des valeurs élevées ou basses, va déclencher une régulation pour les rétablir. La composition d'un œuf peut aussi changer. Le liquide céphalo-rachidien, la température peut changer également, on peut avoir une augmentation ou une baisse de la température, la glycémie, la pression artérielle, la pression osmotique, les fréquences cardiaques et respiratoires. Donc, ce sont des mécanismes qui vont permettre de réguler toute variation qui touche donc à ces paramètres-là. L'homéostasie est donc l'ensemble des paramètres physico-chimiques de l'organisme qui doivent être maintenus constants. La glycémie, la température, le taux de sel dans le sang et ainsi de suite. Alors, cette stabilité du milieu intérieur, l'homéostasie, est une condition essentielle à la vie. Elle est réalisée grâce à l'équilibre hydrique, l'équilibre électrolytique, l'équilibre acido-basique, la thermorégulation et l'équilibre hormonal. Alors la communication entre les différentes parties de l'organisme est essentielle au maintien de l'homéostasie. Il faut qu'il y ait donc une communication entre les différentes parties de l'organisme. Quand je dis partie de l'organisme, il y a le cerveau, il y a les poumons, il y a le cœur, il y a les reins, et ainsi de suite. Alors leur système nerveux et le système endocrinien captent et transmettent la majorité des informations nécessaires au maintien de l'équilibre aux organes effecteurs qui corrigent donc les variations d'un paramètre donné. Donc vous avez une variation donnée, ça va déclencher des régulations, mais pour que ces régulations se fassent, ils ont besoin d'un organe effecteur, un organe qui va réagir pour corriger la variation. Autrement dit, donc, les mécanismes de régulation de l'homéostasie se composent d'un système qu'on appelle, ou système de commande biologique, se compose de trois
au moins de trois paramètres, ou bien de trois composantes. Alors, quel que soit le facteur contrôlé, appelé variable, tous les mécanismes de régulation comportent au moins trois éléments indépendants, qui vont permettre donc de la correction de ces variations. Il y a le récepteur, c'est-à-dire c'est le capteur dont le rôle consiste à surveiller l'environnement et à réagir aux changements, aux stimuli en envoyant des informations. Donc le récepteur, c'est si vous voulez, le récepteur de l'information, de la variation. C'est lui qui va être sensible à une variation donnée. Par exemple, une augmentation de pression, il va être détecté par les récepteurs qu'on appelle des barorécepteurs. Une variation de la pression, par exemple de H+, ou la composition chimique du sang, va être détectée par des récepteurs qu'on appelle des chémorécepteurs. La variation de la température va être captée par des thermorécepteurs, et ainsi de suite. Donc, le premier élément de ce système de commande biologique, c'est le récepteur. Ensuite, le récepteur va donc détecter l'information, mais cette information il doit être analysée et interprétée par un centre qu'on appelle le centre d'analyse et de commande et de régulation, qui est souvent le système nerveux, qui donc interprète l'information et envoie une commande vers un organe, qui est donc l'organe effecteur. C'est cet organe effecteur qui va donc réagir pour corriger cette variation. L'effecteur, donc c'est le moyen par lequel le centre de régulation met en œuvre la réponse aux stimuli ou aux variations. Donc la réponse produit alors une rétroaction qui agit sur le stimulus. Il peut avoir donc pour effet de le réduire. Donc c'est une rétroinhibition ou feedback négatif, de sorte que tout le mécanisme de régulation cesse son activité, ou il peut donc le renforcer. On parle de rétroactivation ou feedback positif afin d'amplifier la réaction. Donc on parle de rétroinhibition ou feedback négatif. Par exemple, toute augmentation de la pression va déclencher des mécanismes de régulation qui vont faire baisser la pression. Et on parle de feedback négatif. Ou bien toute baisse de la pression va déclencher des mécanismes de régulation qui vont faire augmenter la pression. Et on parle là aussi de feedback positif. De feedback négatif, c'est-à-dire la baisse de la pression, il va provoquer l'augmentation de la pression. Donc une action en rétroaction négative, qui peut être, si c'est positif, ça va la baisser, si c'est négatif, ça va donc l'augmenter. Donc vous avez la majorité des mécanismes de régulation de l'homéostasie sont des mécanismes de rétroinhibition. Donc rétroaction négative ou feedback négatif, c'est-à-dire que des systèmes qui par leur réponse mettent fin au stimuli de départ ou réduisent son intensité. Deux exemples de rétroactivité positive sont donc connus dans l'organisme. Donc la majorité des réactions sont des réactions qui se font, c'est des rétroinhibitions ou feedback négatif. Mais il n'y a que deux exemples de rétroaction positive qui sont connus dans l'organisme. La coagulation du sang, qui contribue à l'arrêt de la perte du sang à la suite d'une coupure. Donc l'arrêt du saignement se fait par l'activation des plaquettes. Et l'activation des premières plaquettes pour arrêter le saignement va stimuler davantage ou l'activation d'autres plaquettes pour arrêter le saignement. Et là, on parle de feedback positif. Il y a un autre exemple de feedback positif, c'est les contractions au cours du travail pendant donc une naissance. Donc la sécrétion de l'ocytocine amplifie davantage sa sécrétion. Donc l'ocytocine est sécrétée pour augmenter donc, la contraction utérine pour l'évacuation des fœtus. Donc la stimulation de l'augmentation, par exemple, de la libération de l'ocytocine va stimuler, va amplifier l'avantage de sa sécrétion. Donc, toutes les réactions de contrôle sont donc dans notre organisme sont des réactions de feedback négatif, c'est-à-dire la stimulation va provoquer l'inhibition. Toute augmentation d'un effet va provoquer donc des régulations qui vont faire baisser cet effet, cette variation, à l'exception de la coagulation sanguine et puis la contraction au cours du travail pendant la naissance donc, et suite à la sécrétion de cytocine. Alors, donc, ceci peut se résumer sur le schéma suivant. Donc, tout stimuli qui peut être chimique, physique ou autre va être détecté par un récepteur qui va envoyer l'information par une voie qu'on appelle la voie afférente
il va envoyer un message soit nerveux, soit chimique, vers un centre d'analyse qui va donc envoyer une information par voie efférente vers un effecteur, l'effecteur qui va réagir pour provoquer donc une réponse qui va corriger donc la variation là. Donc, exemple, une augmentation de la pression va stimuler des barorécepteurs qui vont envoyer une information vers le cerveau qui va donc provoquer des réactions d'inhibition par exemple de l'ADH, donc de la rétention d'eau, ou bien une stimulation d'autres paramètres qui vont faire baisser la pression artérielle, diminution de la fréquence cardiaque, et ainsi de suite. Donc, pour le cœur, donc toute augmentation de la pression va avoir un effet sur le rein et sur le système cardiovasculaire qui va donc répondre de manière à rétablir donc la pression. Alors, les pathologies entraînent donc des dérégulations de ces variables que l'organisme n'arrive pas à stabiliser. Donc une pathologie, c'est une maladie, elle est là lorsque notre organisme ne peut pas corriger certaines variations. On parle de dérégulation liée à une pathologie. Nous étudierons quelques cas de régulation, la régulation de la glycémie par exemple, la régulation de la température, et puis la régulation de l'osmolarité qu'on a déjà vu. Alors, l'hémostasie de la glycémie. Alors ici, le milieu intérieur doit garder sa glycémie constante, environ 1 g par litre, en dépit des périodes de repas impliquant donc un apport rapide et massif du glucose, et donc une augmentation de la glycémie, et des périodes de jeûne durant lesquelles il n'y a plus d'apport extérieur du glucose, alors que l'organisme en consomme. Alors, la valeur normale de la glycémie, elle est située entre 0,8 et 10 g par litre. La glycémie donc est un système auto-régulé. Donc, c'est la glycémie qui va réguler la glycémie, la variation de la glycémie qui va réguler la glycémie. Comment? Alors, c'est sa propre variation qui déclenche donc les mécanismes le ramenant à sa valeur de référence. Cette régulation peut être modélisée par un schéma. Alors, le système réglé, c'est la glycémie doit être maintenue à 1 g par litre. Un système réglant qui se met en fonctionnement après toute variation du système à régler. Donc, toute variation de la glycémie va déclencher un système qui va la réguler. Alors, ce système inclut des capteurs de glycémie qui se trouvent au niveau des cellules de Langerhans, des cellules alpha et des cellules bêta de Langerhans. Alors, des organes effecteurs qui obéissent aux messages hormonaux de l'insuline et du glucagon qui vont donc ramener la glycémie à sa valeur normale. Donc, la variation de la glycémie va être détectée par les cellules alpha ou les cellules bêta qui vont libérer des hormones et ces hormones vont agir sur des organes pour rétablir la glycémie. Alors vous avez un schéma de cellules sécrétant l'insuline, les cellules bêta de Langerhans et puis les cellules alpha qui sécrètent le glucagon. Donc en fonction de l'augmentation de la glycémie, ça va stimuler les cellules bêta et une diminution de la glycémie, ça va stimuler les cellules à glucagon. Donc la libération de l'insuline va baisser la glycémie et la libération du glucagon va donc augmenter la glycémie. Comment? Alors, toute chute de la glycémie donc, va stimuler les cellules alpha qui vont libérer le glucagon et le glucagon va permettre de rétablir la glycémie en augmentant la libération du glucose à partir des réserves mobilisables et puis en diminuant le stockage du glucose. Par contre, toute augmentation de la glycémie va stimuler donc les cellules bêta de Langerhans qui vont libérer l'insuline et cette insuline va faire baisser la glycémie en augmentation du stockage du glucose et puis en augmentation, en diminuant sa libération. En conclusion, donc, chez une personne en bonne santé, la glycémie est toujours comprise entre 0,8 et 1,2 g par litre dans le plasma sanguin. C'est l'homéostasie glycémique. Le foie est capable de synthétiser du glycogène à partir du glucose. Le glycogène est une grosse molécule permettant de stocker le glucose. Alors la glycémie est un système autorégulé. Une augmentation de la glycémie est détectée par les capteurs des cellules bêta situés dans les cellules de Langerhans, dont le pancréas, et entraîne la sécrétion de l'insuline par les cellules bêta. L'insuline est transportée dans le sang et agit sur les organes effecteurs, le foie, le muscle, le tissu adipeux, pour augmenter le stockage du glucose
surtout principalement dans le foie le foie et le tissu adipeux, et on inhibe la libération. Donc il s'agit dans un sens d'une diminution de la glycémie. Alors une diminution de la glycémie est détectée donc par les capteurs des cellules alpha, situés dans les cellules de Langerhans, dans le pancréas, et entraîne la sécrétion du glucagon par ces cellules alpha. Le glucagon est transporté dans le sang et il agit sur les organes effecteurs, le foie toujours, le muscle et les tissus adipeux, pour augmenter la libération du glucose et en libérer donc le stockage. Donc, ça va faire augmenter la glycémie. Alors dans le premier cas, l'augmentation de la glycémie va être inhibée par la libération de l'insuline, et si la diminution de la glycémie va être corrigée par la libération du glucagon à partir des cellules alpha, des cellules de Langerhans. Alors ces mécanismes permettent donc le maintien de la glycémie à une valeur comprise entre 8 et 1,2 g par litre. Alors cas de diabète. Alors deux types de diabète chronique peuvent être sont connus. Alors hyperglycémie chronique, donc c'est une sécrétion diminuée d'insuline et ou diminution de son efficacité. Alors on parle de diabète insulinodépendant qui dépend de l'insuline, et dans ce cas, il y a une destruction auto-immune des cellules de bêta, des cellules de Langerhans. Donc il n'y a plus de sécrétion d'insuline. Donc si vous avez ce type d'insuline, vous devez donc vous injecter de l'insuline pour rétablir votre glycémie. Donc dans ce cas-là, vous avez une carence en insuline majeure. Et c'est un début clinique brutal. Donc pour corriger la glycémie, il faut absolument donc, se faire injecter. Alors par contre, le deuxième type de diabète, c'est le diabète c'est marqué ici, non insulinodépendant. C'est le diabète de type 2 ou bien le diabète obèse. Donc il s'agit là d'une insulinorésistance plus d'une insulinopénie. C'est-à-dire, on va avoir dans un premier temps une résistance à l'insuline, ou dans le deuxième cas, un manque d'insuline, parce que à force donc d'en sécréter, les cellules de Langerhans vont s'épuiser et ne vont plus libérer d'insuline. Donc dans ce cas-là, la glycémie reste normale tant que les cellules bêta sont capables de faire face aux besoins en insuline. Et ensuite, on va avoir un début insidieux. Donc l'insulinorésistance, bien que l'insuline est présente, il ne peut pas exercer son effet parce que le mécanisme vraiment de ce type de diabète est dû à la présence, à l'utilisation de l'utilisation plutôt des acides gras à la place du glucose, du fait de cette obésité. Donc les acides gras sont plus disponibles, ils sont utilisés à la place du glucose, et le glucose il va donc s'accumuler dans le sang. Alors l'insuline donc a plusieurs rôles. Comment donc l'insuline fait baisser la glycémie? Il favorise donc la pénétration du glucose dans le foie pour être catabolisé, ou plutôt anabolisé, mise en réserve. Favorise son utilisation dans l'aspiration cellulaire, dans les muscles, stimule la glucogénèse et inhibe la glucogénolyse. Donc tout ça, c'est pour donner un stockage du glucose sous forme de glycogène accru dans le foie. Donc la pénétration dans le foie stimule la glucogénèse et inhibe la glucogénolyse. Il stimule la lipogénèse à partir du glucose et inhibe l'hydrolyse des graisses. Alors de façon générale, l'insuline fait baisser le taux de glucose dans le sang en favorisant le stockage du glucose et son utilisation. L'insuline fait donc baisser la glycémie. C'est une hormone hypoglycémiante. C'est la seule hormone hypoglycémiante que l'organisme possède. Bien que dernièrement, il y a une autre hormone hypoglycémiante qui est la péline, qui est en voie de développement, la péline. Le glucagon, c'est une hormone hyperglycémiante. Donc il stimule la glycogénolyse, la dégradation du glycogène, il stimule la néoglycogénèse, la synthèse du glucose à partir de substances non glycidiques dans le foie. Donc ceci va permettre d'augmenter la production endogène du glucose, inhibe donc va donc aussi inhiber la glycolyse, il favorise donc la sortie du glucose dans le flux sanguin et empêche donc sa dégradation. Il existe donc d'autres hormones hyperglycémiantes telles que le cortisol, les catécholamines, les hormones thyroïdiennes et d'autres hormones de croissance.
Voilà donc concernant donc la régulation brièvement donc de la glycémie. On va passer donc à la boucle de régulation de la thermorégulation. Donc, c'est-à-dire le maintien de la température du corps à 37 degrés. Alors si vous vous trouvez dans une situation de froid ou bien des situations chaudes. Donc, dès qu'il y a donc un déplacement de l'équilibre thermique, une augmentation, stimulus de température corporelle augmente. Lorsque la température corporelle augmente, donc il y a des récepteurs, des cellules thermosensibles au niveau de la peau et de la sébum vont déclencher une information qui passe par voie afférente pour atteindre le centre de régulation, centre de thermorégulation de l'encéphale, qui va donc provoquer, envoyer donc une information qui passe par la voie afférente pour atteindre les effecteurs. Ces effecteurs, ce sont donc les vecteurs des glandes sudoripales et qui va stimuler donc la transpiration, l'évaporation de la sueur chaude et ça va permettre donc à l'organisme de se refroidir. Donc réponse, la température corporelle baisse et le stimulus cesse. Donc le fait que vous transpirez, c'est une sorte de perte de chaleur pour rétablir donc l'augmentation de la température. Autre chose, dans le cas d'une situation d'une diminution de la température, donc des récepteurs, des thermorécepteurs sensibles à la peau de l'encéphale vont par la voie afférente, une information passe par la voie afférente pour atteindre donc le centre de régulation. Centre de régulation, c'est un centre de régulation de l'encéphale qui va envoyer une information qui passe par la voie afférente pour atteindre donc les effecteurs musculaires cinétiques et on va frissonner. Donc le frisson, ça va donc produire de l'énergie qui ça va permettre de le chauffer. Mais également il y a également une autre réaction comportementale. Lorsque vous avez chaud, vous allez essayer d'aller vers un endroit plus frais pour se refroidir. Et lorsque vous avez froid, vous allez donc chercher un endroit plus chaud. Donc toute variation de la température va déclencher donc des régulations donc, pour rétablir votre température. Donc j'arrête donc ce cours de milieu intérieur sur ces informations que je vous ai données. Donc je vous rappelle que je vais donc vous faire des séances de TD, de révision, et je vais mettre à votre disposition à la fin du cours un numéro de téléphone, WhatsApp, sur lequel vous pouvez me contacter. Vous pouvez donc également poser des questions, et je vais essayer d'organiser, peut-être si c'est possible, une séance de TD par Internet, par le Zoom Meeting. Je vais essayer de le faire, sinon donc je vais donc vous mettre à votre disposition donc des séances de TD sous forme d'examen corrigé. Je vais mettre également à votre disposition des adresses de certains enregistrements YouTube qui vont vous aider à comprendre tout ce qu'on a pu voir. C'est sous forme d'animation qui vont vous aider à comprendre ce qu'on a pu voir jusque-là. Donc, je vous souhaite bon courage et puis en attendant donc le cours sur le son et